L'invitée de notre grand entretien est Najat Vallaud-Belkacem, directrice générale de l'ONG One depuis 2020, élue récemment présidente de France Terre d'Asile et bien sûr ancienne ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Job. Merci beaucoup de nous accompagner. Je le disais, à l'instar de Cécile Duflot ou Benoît Hamon, vous faites donc partie de ces personnalités qui ont quitté la politique pour l'humanitaire. On va revenir avec vous sur ce choix de carrière, sur votre quotidien professionnel actuel. On reviendra évidemment sur la question du sens dans le travail, de l'engagement qui est probablement la pierre angulaire de votre parcours. Najat Vallaud-Belkacem, comment vous êtes arrivée en 2020 à la tête donc de cette ONG One ? Mais en fait, tout ça est assez cohérent en réalité, même si c'est une cohérence de lecture d'après-coup. Mais en réalité, ce qui s'est passé quand, en 2017, j'ai quitté mes fonctions ministérielles, le quinquennat se terminait. Mon premier pas, ça a été en direction du secteur privé. Je suis allée passer 2 ans dans une entreprise qui faisait des études d'opinion publique. Et donc, en fait, 2 ans d'observatoire du monde à l'aune de ce que les opinions publiques perçoivent, ressentent, pensent. Ça a été extrêmement précieux pour moi. En même temps, ça a été vraiment l'occasion de conforter en fait mon souhait d'engagement. Parce que justement, quand vous regardez que ce soit la montée du populisme, la montée de l'anxiété environnementale, les questions d'inégalité entre les femmes et les hommes et de ce que ça provoque comme tiraillement dans l'opinion publique, etc. Vous vous dites, mais en fait, il y a besoin d'acteurs qui aillent défendre une série de causes dont on a besoin pour que notre monde dysfonctionne un peu moins. Donc pendant 2 ans, vous avez observé, vous avez fait Exactement. le constat et ensuite il fallait agir à nouveau. Absolument, c'est exactement ça. Alors pas seulement observer, disons que en tout cas ça m'a aidé vraiment à comprendre les ressorts de l'opinion publique, donc y compris la façon dont on s'adresse à elle lorsqu'on essaye de l'embarquer dans le soutien à telle ou telle cause ou grande conviction. Et donc, à partir de 2020, finalement, j'ai repris le chemin de l'engagement. J'avais connu l'engagement politique. Là, c'est un engagement plus associatif, plus dans le monde des ONG, et puis aussi plus mondial, peut-être c'est la différence, je pense. Parce qu'en fait, en politique, j'étais soit sur une collectivité, soit sur un pays. Mais là, on est plus sur des enjeux de dysfonctionnement du monde. Et donc, par exemple, chez One, le sujet, c'est vraiment la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Ça, c'est le sujet principal. Quelle est l'étendue des missions de cette ONG internationale ? En fait, on a affaire à une ONG dont la mission, c'est de faire pression sur les gouvernements et les institutions internationales pour qu'ils adoptent des lois et des mécanismes de financement adaptés pour répondre à l'extrême pauvreté, c'est-à-dire sortir les gens de l'extrême pauvreté, aux maladies qui restent non soignées parce que le coût des médicaments ou des vaccins est trop exorbitant, donc en mettant en place des financements internationaux qui permettent de mieux répartir ces traitements à l'échelle du monde, à la crise économique, aux crises de famine, sécurité alimentaire, économique, par exemple crise de la dette, etc., auxquelles sont confrontés un certain nombre d'États dans le monde. Il y a des régions du monde dans lesquelles vous intervenez plus particulièrement ? Notre région vraiment de focalisation, c'est là où se concentre l'extrême pauvreté le plus, malheureusement, c'est l'Afrique subsaharienne. D'accord. Parce que c'est là qu'on trouve le plus grand nombre de pays dont une majorité de la population vit avec moins de $2 par jour, ce qu'on appelle l'extrême pauvreté. Donc en fait, où la situation est tellement enlissée d'une certaine façon qu'on ne peut pas se contenter de dire non mais la croissance économique, le développement viendront et sortiront tout ça, comme ça a été le cas par exemple en Chine ou dans d'autres pays en Asie où on a pu profiter de ce développement économique pour mettre à bas l'extrême pauvreté. Là, on est dans des zones géographiques où s'il n'y a pas de solidarité internationale, honnêtement, les gens sont juste livrés à eux-mêmes. Les enfants meurent avant l'âge de 5 ans de maladies qu'on sait pourtant soigner. Les femmes n'ont accès à aucun service de reproduction sexuelle, enfin d'aide sexuelle ou reproductive. Donc tout ça, ça existe encore. Et ça a été même bien aggravé malheureusement par la crise du Covid évidemment, mais aussi par la guerre en Ukraine, puisque vous le savez, la famine est repartie à la hausse. Donc une ONG comme la nôtre, c'est vraiment ces sujets-là qu'elle va porter, dont elle va se faire les porte-voix, parce que c'est des sujets qui passent souvent sous les radars en fait dans l'agenda politique ou médiatique. En tout cas au niveau national.
Voilà, vous avez rarement de mobilisation comme ça, spontanée de l'opinion publique pour dire « Oh là là, mais attention, il faut penser aussi à ce qui se passe dans ces pays-là ». Donc du coup, notre ONG fait cela et fait adopter ces mécanismes de financement. Pour faire le lien avec votre ancien poste de ministre de l'Éducation nationale, vous traitez toujours aujourd'hui des questions de la jeunesse, vous parliez de la famine qui touche en effet les enfants. Vous êtes toujours lié à ce sujet de la jeunesse actuellement dans cette fonction-là? En fait, de manière générale, je vous avoue que moi, si j'essaye de théoriser quelque chose qui relevait davantage de l'intuition et de la spontanéité, je vous dirais que moi, ce qui m'intéresse dans une société, c'est ces vulnérables. Vous savez, on a publié un livre avec la philosophe Sandra Logier il y a 1 an et demi de cela qui s'appelle « La société des vulnérables ». En fait, en vérité, je trouve qu'on juge de la bonne santé d'une société à l'aune de ces vulnérables. Et ce qu'on appelle ces vulnérables, c'est évidemment les enfants, c'est évidemment les femmes, parce que malheureusement, force est de constater qu'elles le sont encore. Et parmi ceux-là, il y a encore des plus vulnérables que d'autres. Ce sont les réfugiés, par exemple. Vous évoquiez la présidence de France Terre d'Asile tout à l'heure. Et je trouve que, en fait, c'est une très bonne façon de regarder le monde, de regarder notre pays, c'est de se demander comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ceux-là. Parce qu'améliorer la situation des vulnérables, contrairement à ce que certains prétendent, ne desservira jamais la cause de ceux qui vont bien. Ça leur permettra juste à eux aussi de vivre dans un monde où il fait meilleur respirer, tout simplement, où les inégalités ne sont pas absolument insoutenables, où vous n'avez pas des jeunes qui grandissent avec un tel manque de perspective que par définition ils en nourrissent une forme de rancœur et donc potentiellement qu'ils sont eux-mêmes source d'insécurité, parce que qui dit rancœur dit un jour tentation de vengeance, des choses comme ça, de revanche. Donc du coup, moi je pense que notre société se porte vraiment beaucoup mieux quand elle lutte contre les inégalités et sort les plus vulnérables de leur vulnérabilité. Est-ce que vous essayez de défendre lors de votre précédent poste en tant que ministre les vulnérables? Pareil, est-ce que c'est le lien qu'on peut faire entre ces deux engagements-là? Voilà, je vous laisse juge. Voilà, lien ou parallèle entre engagement politique, associatif. Je trouve cette notion de défendre les vulnérables intéressante. Dites-moi si c'est le cas ou s'il y a autre chose. Oui, je le crois. En tout cas, si je devais vraiment résumer l'engagement politique qui a été le mien, et d'ailleurs dans mes différentes fonctions, que si on s'en tient à la période ministérielle, que ce soit comme ministre des droits des femmes ou que ce soit comme ministre de l'Éducation, le sujet pour moi, ça a toujours été d'en finir avec la hiérarchie entre les êtres. Vraiment, c'est quelque chose qui m'insupporte considérablement. Et d'en finir avec cette idée selon laquelle tout serait dû au mérite, alors qu'on sait que ça n'est pas dû au mérite. Selon laquelle, finalement, c'est bien que ceux qui ont déjà beaucoup aient encore toujours plus, parce qu'à la fin, ça ruisselle vers ceux qui n'ont rien. Bon, voilà, moi je me suis battue contre tout cela pendant toutes mes fonctions politiques, que ce soit à niveau local ou ministériel. Et pour en revenir à l'éducation, très concrètement, ça se traduisait par la lutte contre les inégalités de réussite scolaire. Je veux dire, cette idée que les destins des enfants soient gravés à l'âge de 3 ans en fonction du milieu social auquel ils appartiennent, elle m'était insupportable. L'idée que l'école pouvait, malgré elle, conforter les inégalités, voire les aggraver, parce que à certains égards, on a une école à 2 vitesses, c'est insupportable aussi. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé, souvenez-vous-en, sur, par exemple, la mixité sociale dans les établissements scolaires, pour pas qu'il y ait des établissements ségrégés, ou alors les moyens à donner aux établissements les plus en difficulté. Voilà, donc oui, il y a clairement une comparaison à faire. Moi, j'aimerais savoir, peut-être une question un peu plus personnelle, pourquoi cette quête de sens vous anime-t-elle? D'où ça vient? Et j'aimerais aussi vous poser la question peut-être des difficultés qui viennent avec. C'est-à-dire quand on veut donner du sens, on va avec son lot de désillusions aussi, beaucoup en tout cas dans son métier. Voilà, d'où vient cette quête de sens? Et ensuite, voilà, est-ce que ça vient avec ces difficultés là aussi? Je pense que d'abord, elle n'est pas propre à ma personne, la quête de sens. Vous avez forcément remarqué que notamment à l'aune de la crise du Covid, il y a énormément. On en parle davantage depuis 2 ans, il faut le dire. Il y a énormément de gens qui ont décidé de quitter leur job, qui en recherchent un autre qui ait davantage de sens. Il y a quand même beaucoup de secteurs d'activité qui, comme vous le savez, ont du mal à recruter. Moi, je me retrouve souvent dans ces conversations avec des employeurs de différents secteurs. Et puis, ils sont plusieurs à dire oh là là, c'est dur dans l'automobile, c'est dur dans l'hôtellerie, c'est dur de trouver des gens.
Et alors, à chaque fois, je leur réponds, et à contrario, vous savez quoi, moi, comme directrice d'ONG, j'ai vraiment aucun mal à recruter. Je ne suis pas là pour m'en vanter, hein. Je dis juste que ce qui est frappant, c'est de voir à quel point la nouvelle génération va très spontanément venir vers des jobs secteurs, dans ces secteurs-là. Alors même que, par définition, on sait que les rémunérations sont plutôt moindres, etc. Donc, il faut en tirer une leçon. Et je pense qu'en fait, il y a à la fois la question du sens de ce qu'on fait, voilà, pour finalement aller vers un monde plus durable d'une certaine façon et une société plus soutenable. Mais il y a aussi le type d'écosystème de travail qui entre en ligne de compte, c'est-à-dire voilà, le côté un peu horizontal, un peu respectueux des idées des uns et des autres, dans la coopération. Je pense que... Quel style de dirigeante êtes-vous, justement? Quelles sont les missions d'une directrice générale d'ONG? Puisque c'est des missions que vous avez donc découvertes il y a 2 ans. Quelles sont ces missions-là? Voilà, combien de personnes vous managez? Voilà, vous êtes, depuis donc quelques années maintenant, dirigeante. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je pense qu'en fait, c'est marrant que vous me posiez cette question, parce que j'ai toujours considéré, ces dernières années justement, j'en ai fait l'expérience, que les patrons, les directeurs des ressources humaines du secteur privé, ceux du secteur public, de la fonction publique, et ceux du secteur associatif, tiers secteur, devraient se rencontrer régulièrement pour évoquer ces sujets-là ensemble. Parce que honnêtement, je pense que c'est pas du tout les mêmes méthodes de management qu'on pratique dans... On ne fonctionne pas pareil dans le privé, dans le public. Moi, j'ai eu le plaisir et la chance, d'une certaine façon, d'avoir des expériences dans les 3 secteurs. Et donc, je vois bien, il y a un côté dans le monde de l'entreprise, et notamment de la grande entreprise, on a besoin d'une certaine façon d'un pilote, d'un commandant de bord. Donc, il y a quand même un management relativement descendant, qu'on ne retrouve pas du tout dans le monde des ONG, où on va être vraiment plutôt dans un management, je le disais, plus horizontal, dans lequel ce qui importe, puisque les gens sont venus là pour chercher du sens, par définition, ils doivent pouvoir l'exprimer régulièrement, le sens. Ils doivent pouvoir aussi adhérer ou ne pas adhérer régulièrement. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus collaboratif, coopératif, qui est assez intéressant. Après, le secteur public, c'est encore différent, parce que comme les gens sont des fonctionnaires, enfin je parle de la fonction publique en disant ça, il y a aussi d'autres enjeux, peut-être une capacité à se projeter à plus long terme que ce qu'on a dans le privé. Enfin, mais en tout cas, je suis sûre d'une chose, c'est qu'en partageant ces 3 expériences, on pourrait vraiment grandement enrichir nos pratiques de management. Parce que, je le redis, la raison pour laquelle de nombreux jeunes se détournent d'un certain nombre de secteurs d'activité dans le privé, c'est pas seulement l'absence de sens à leur activité immédiate, c'est aussi le modèle de management qui y est pratiqué, l'écosystème dans lequel va naviguer finalement un employé. Et je pense que ce qui est en jeu, c'est vraiment la remise en cause de plus en plus chez nos concitoyens du lien de subordination, en fait. Regardez le nombre d'entre eux qui se mettent en à leur propre compte. Le nombre de gens qui ont quitté des fonctions, y compris de cadres, pour créer leur petite entreprise. C'est une remise en cause profonde du lien de subordination. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal. Je dis juste que ça se regarde et que ce serait intéressant que des managers des 3 secteurs en parlent. On parle beaucoup des compétences techniques, évidemment, lorsqu'on arrive à un poste comme celui-ci. Un peu moins des compétences comportementales, alors que manager, c'est aussi beaucoup de compétences comportementales, des soft skills, comme on dit aujourd'hui. Est-ce que vous diriez que votre période, que l'époque politique vous a aidé là-dessus? Voilà. Est-ce que l'école politique, c'est une formation accélérée sur ces compétences-là comportementales qui sont essentielles quand on veut prendre une fonction comme la vôtre aujourd'hui? Alors oui et non. Soyons honnêtes, parce que je pense que quelque part, le fait d'être ministre, être ministre, je l'ai souvent dit, c'est une situation exorbitante de droit commun. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui n'est comparable à rien, qui n'est fait a priori pour durer qu'un temps, et c'est bien normal, etc. Donc, du coup, vous avez des conditions de travail, y compris de management, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. On va retrouver nulle part ailleurs, et qui peut-être même pourrait vous faire prendre, on va dire, des mauvaises habitudes. Des mauvaises habitudes. Donc, c'est pour ça que je souriais, parce que d'une certaine façon, par exemple, bien sûr, vous êtes le capitaine à bord quand vous êtes ministre, mais il y a toute une partie management
recrutement que vous déléguez à votre directeur de cabinet, chose qu'on ne va pas retrouver comme modèle de fonctionnement dans le secteur privé ou dans le monde des ONG. Donc, voilà. Et puis vous avez aussi une capacité d'action quand vous êtes ministre, parce que vous avez, moi j'avais 1 million de fonctionnaires sous mes ordres. Évidemment, vous retrouvez difficilement ça ailleurs. Néanmoins, ce que la politique vous apprend, c'est peut-être pas les qualités de management, je dirais pas ça. En revanche, c'est la vision. C'est la façon dont vous considérez le milieu dans lequel vous êtes en train de naviguer, l'époque dans laquelle vous êtes, la capacité à se projeter, la capacité à avoir des points de comparaison. En fait, vous avez une vue 360 degrés parce que vous avez fait de la politique. Ça, j'en suis absolument convaincue. Parce que, ayant fait de la politique, par définition, vous vous êtes intéressé à tout. C'est le grand intérêt de la politique. C'est pour ça qu'on aime ça quand on en fait. C'est que vous rencontrez des gens de tous les milieux, vous discutez de tous les secteurs industriels à un moment ou à un autre. C'est pas parce que vous êtes ministre de l'Éducation que vous allez vous désintéresser de ce qui se passe dans le secteur de l'automobile. C'est pas vrai. En plus, moi, j'ai été porte-parole du gouvernement, donc je voyais tout ça. Donc, vous étant intéressé à tout, vous avez un référentiel qui est très très large et qui permet finalement de positionner l'organisation que vous prenez, y compris l'ONG, dans cette réflexion 360 degrés et peut-être d'être plus affûté pour se projeter. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites parce qu'il nous reste que 2 petites minutes sur ce million de fonctionnaires dont vous parliez justement. On aurait aimé vous faire réagir aujourd'hui évidemment sur l'actualité RH des enseignants, crise de vocation, de recrutement, de moins en moins de profs admis au concours, de plus en plus d'embauches de contractuels. Comment vous regardez aujourd'hui cette crise inédite du secteur? Inédite, c'est le mot employé par les syndicats enseignants aujourd'hui. Voilà, quelques mots là-dessus tout de même. En fait, j'en suis assez triste, honnêtement, parce que je pense que vous vous souvenez que, comme ministre de l'Éducation, j'ai appartenu à un quinquennat qui avait embauché 60 000 nouveaux professeurs. Il faut vraiment l'avoir en tête pour comprendre, parce qu'il n'y a rien de plus insupportable que ceux qui prétendent que, grosso modo, c'est un phénomène auquel on assiste depuis des décennies sans qu'on ait pu rien y changer. Non, c'est pas vrai. Bien sûr qu'il y a une désaffection envers le métier de professeur de manière générale parce qu'il est devenu plus dur, tout simplement. Mais il y a des solutions politiques qui pouvaient être retrouvées, qui ont été trouvées un temps et qui ont été stoppées ensuite, ce qui a aggravé la situation. Nous avons donc, entre 2012 et 2017, embauché 60 000 enseignants après que, je le rappelle, la période Nicolas Sarkozy en avait supprimé 80 000. Donc déjà, la période Nicolas Sarkozy avait créé un trouble, parce que quand vous supprimez des postes, ça veut dire que vous remplacez plus les professeurs malades, que vous formez plus les professeurs. Enfin, je veux dire, ça a un sens concret. C'est pas seulement les professeurs que vous mettez devant les classes, pas seulement la taille des classes, c'est vraiment le quotidien des autres professeurs qui en est affecté. Donc, la période Nicolas Sarkozy avait déjà créé ce trouble-là et ce problème. Nous sommes revenus, nous avons recréé ces 60 000 postes. Est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit ? C'était exactement la bonne question. Lorsque nous sommes partis, sans doute parce que ça ne suffisait pas, il aurait fallu continuer cette dynamique. Au lieu de la continuer, Jean-Michel Blanquer, en l'occurrence, s'est mis à redétruire des postes. Donc, en fait, ce faisant, il ne fallait pas s'étonner de ce qu'à la dernière rentrée, en septembre 2022, on avait 4000 profs qui manquaient à l'appel. Mais en vérité, il en manquait bien plus que ça, si on prend en compte le fait que, déjà, je le disais, les professeurs malades n'étaient pas remplacés, etc., etc. Donc, en fait, le sujet... Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se mette d'accord une fois pour toutes sur une chose. C'est qu'il n'y a pas, et ce sera vraiment la fin, c'est que, contrairement à ce qui se dit parfois dans le débat public, il n'y a pas à choisir entre augmenter la rémunération des professeurs et recruter davantage de professeurs. Les deux vont de pair. Il faut faire les deux. Pourquoi ? Parce que quand les professeurs se plaignent de leurs conditions de travail, ils parlent à la fois de leur niveau de rémunération qui est trop faible et il faut l'augmenter, mais ils vous parlent aussi du fait que dans l'établissement où ils sont, il n'y a pas de CPE, il n'y a pas d'infirmière scolaire, il n'y a pas de psychologue scolaire, etc. Tout ça, c'est des postes à recruter. Ils se plaignent du fait que leur classe est composée de 36 élèves. Ça veut dire qu'il faut d'autres profs à recruter pour que les classes soient... Donc il faut faire les deux. On va retenir ça. Merci beaucoup Najat Vallaud-Belkacem d'être venue aujourd'hui dans Smart Job, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Tout de suite, et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi.